Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 11e épisode de notre saison 2 du podcast Tranche de couple avec Guillaume et Max. Et cet épisode, on a choisi de l'intituler Des chiffres et des lettres. Le premier qui dit que ça manque d'originalité, je le mets au défi de trouver un autre titre pour ce podcast. On fait ce qu'on peut. Et on est comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et puis, toujours ce petit rappel, vous pouvez nous retrouver le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on essaye de poster un certain nombre de choses aussi sur nos pages Facebook et Twitter que vous retrouvez sous le @tranche, le chiffre 2 et couple. Voilà, et puis vous pouvez aussi nous écrire un petit email pour nous faire un petit coucou. tranchedecouple@gmail.com, donc comme Guillaume vient d'expliquer, ça s'écrit comme ça se prononce, avec le 2 juste au milieu. Et puis, on est ravis d'avoir atteint les plus de 2000 écoutes de ce podcast. Même beaucoup plus que ça, 2200. Exactement. Mais néanmoins, on est aussi content de savoir qu'il y a des nouveaux éditeurs qui nous écoutent. Et vous pouvez contribuer à faire partager ce podcast s'il vous plaît et si vous trouvez ça sympa. Et puis des 4 coins du monde, puisque aux dernières nouvelles, on avait des auditeurs au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, bref. On est content d'être international et on vous fait des coucous à tous et à toutes. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous mettre une note sur Apple Podcast et un petit sympathique commentaire. Ça nous aidera aussi à le faire connaître. Absolument. Alors on commence comme d'habitude par une rubrique Actu et aujourd'hui on va vous parler à la fois des États-Unis et puis du Brexit. On a l'impression de tourner un peu en rond sur les sujets, mais en fait il y a toujours tellement de choses à dire sur ces deux sujets déjà. Bon, puis il faut dire qu'on a aussi pris le parti de ne pas vous parler Covid, vaccination et autres reconfinements. C'est faux, on en a parlé la dernière fois de la vaccination et on en reparlera probablement la prochaine fois, mais je crois qu'il faut que chacun prenne un peu d'air aussi entre deux sujets. Reconfinement par reconfinement, enfin bon ok, on n'en parle pas aujourd'hui. Exactement. Oh, dis donc, vendredi soir, c'était une pièce de théâtre. Ouais, on vous imaginait tous devant votre télé en train d'écouter Jean Castex qui va annoncer pour ceux qui habitent en France pour annoncer ce nouveau reconfinement. Eh ben non, bim! Le gouvernement est devenu meilleur que Netflix pour faire des pour une fois, là, c'était... ouais. Les bookmakers auraient été complètement retournés. Mais il faut dire... Les gens étaient pas contents qu'il y ait un reconfinement. Pas contents qu'il y ait un déconfinement. Et ils sont du coup pas contents qu'on ne confine pas. Alors, les gens sont pas contents en général. Mais j'en profite quand même pour faire un petit big up à toutes celles et tous ceux qui, si jamais on reconfine, si la France reconfine, en tout cas, passeront un confinement seul, en tout cas, pas forcément très accompagné. On sait que c'est pas très drôle. Non. On a la chance de le passer à 2, mais en tout cas, on pense bien à vous toutes et tous. Si vous avez envie de venir vous confiner à Bruxelles, on saura vous accueillir. Mais prévenez avant. Ouais, prévenez avant quand même. Bon, et puis comme les frontières sont presque fermées aussi... Oui, elles vont rouvrir au 1er mars. Allez, on commence par ce premier sujet. J'ai pas vérifié d'ailleurs ça, Max, mais il faudrait que je regarde, mais je pense que ça fait tout pile un an. On était à peu près dans ces eaux-là quand on a parlé pour la première fois de ce foutu coronavirus dans notre podcast, en parlant d'un virus qui ne sévissait à cette époque qu'en Chine et qu'on pensait... contenu. Voilà le résultat, vous le connaissez tous. Allez, on enchaîne, Max, sur cette première actualité, les États-Unis. Oui, effectivement. Et du coup, lors du prochain épisode, on vous a fait un point assez complet sur les derniers jours de l'administration Trump, qui a été un petit peu compliqué, avec de nombreux échauffourées, et qui néanmoins ont permis la certification du résultat des élections. Alors, on est le 30 janvier aujourd'hui quand on enregistre. On est 10 jours après l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, qui s'est passée le 20 janvier. C'est toujours un peu bling-bling. Du coup, on a décidé que c'était une bonne opportunité de revenir sur ces 10 premiers jours de la nouvelle administration américaine avec vous. Bon, alors, on ne peut pas commencer naturellement sans vous faire un petit récap de l'inauguration de Joe Biden et Kamala Harris. Une belle journée, assez froide visiblement, mais sans accroc, sans manifestation.
Mais bien sûr, avec des contraintes, puisque à la différence des précédentes inaugurations, qui vous le savez, sont des moments où en général la population américaine est présente en masse, et bien là cette fois il y avait très peu de public à cause du Covid, et des drapeaux pour symboliser la présence de l'ensemble des citoyens américains. Alors, on retiendra bien sûr la prestation de serment de Kamala Harris, première femme vice-présidente, première femme aussi afro-américaine qui arrive à cette position. Et pour la première fois, on a aussi un second gentleman. Eh oui, c'est vrai ça, un second gentleman. Voilà, donc c'est des premières et c'est assez chouette. Enfin, on en avait déjà parlé, mais je crois que c'était un moment important. Un discours d'unité, mais aussi assez ferme de Joe Biden qui trace une voie différente. Et puis, voilà, pour nous Français, c'est aussi, comment dire, toujours assez étonnant de voir finalement que même un élément tel qu'une inauguration peut quand même être un show à l'américaine, avec des stars, la participation de stars assez symbolique pour célébrer l'Amérique. Alors d'abord, Guillaume, Lady Gaga. Ben oui, Lady Gaga. On a vu Lady Gaga débarquer au milieu de cette inauguration avec une grande robe rouge. Quel pour drama. chanter, quel drama queen sur scène. Pour chanter l'hymne national, n'est-ce pas? Avec une belle C'est broche. Un grand moment, une belle brochette aussi, de VIP. On a vu aussi Jennifer Lopez, chanteuse latino, et puis Bruce Springsteen qui a chanté aussi, et puis un certain nombre d'autres stars, pas forcément dans l'inauguration, mais dans des événements associés, enfin dans la cérémonie de prestation de serment. Et puis la lecture d'un poème très beau par une jeune femme, Amanda Gorman, qui était vraiment très chouette. Oui, c'est une jeune poétesse de 22 ans, elle aussi afro-américaine, que certains s'amusent déjà à mettre comme candidate des démocrates d'ici 2034. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est drôle un peu de voir les ambitions et les visions des uns et des autres. Mais en tout cas, vraiment, je vous encourage, on vous mettra le lien d'ailleurs de ce poème sur Twitter, parce que si vous maîtrisez un peu l'anglais, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'était vraiment un chouette texte. Alors, c'est pas un poème en vers ou en pied comme on fait dans la littérature classique, mais voilà, dans le sens et une belle manière de déclamer aussi. C'est un peu une manière de déclamer, et un très chouette contenu aussi pour rappeler qu'on sort d'une Amérique divisée qui doit se rassembler autour de ses cultures et de ses valeurs. Et ça, c'est chouette. Ouais, et c'était quand même globalement un peu le thème qui était au cœur de cette journée d'inauguration. Et puis, voilà, on peut mentionner la présence d'un trio d'anciens présidents, Barack Obama, George Bush Jr. et Bill Clinton. Voilà. Et je trouve bizarre d'ailleurs que le vice-président de Barack Obama n'ait pas été présent à l'inauguration. Oh, ça va, c'est une blague. Alors, on rappelle, pour ceux qui ont oublié pour ceux qui ne suivent pas, on vous voit au fond de la classe. Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. Et il y avait quand même Mike Pence, voilà, donc vice-président sortant, qui était présent. On ne reviendra pas sur le fait que le loser avait quitté Washington juste avant cette inauguration. Alors, ensuite, je voudrais, dans cette actualité, vous parler des 5 décrets qui ont été signés par Joe Biden le premier jour. C'est toujours un moment important pour un président pour marquer ses priorités. Alors, on parle de décrets, en anglais les executive orders, qui ont en fait une force de loi, ils s'appliquent directement, mais ils peuvent être annulés par un autre décret. Par exemple, Joe Biden a annulé des décrets qui avaient été pris par Donald Trump, et donc on considère que si on veut mettre une régulation vraiment dans la durée, il vaut mieux la faire voter par le Congrès, mais c'est une manière, ces executive orders, d'aller très vite pour imposer une nouvelle politique. Voilà. Donc, 5 décrets. Le premier porte naturellement sur la lutte contre le Covid, priorité numéro 1 de Joe Biden. Il a déclaré dans son discours inaugural
qu'on avait atteint les 400 000 morts américains avec le Covid, ce qui est équivalent à l'ensemble des morts américains pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas rien. Et il a demandé le port du masque largement et obligatoirement dans les bâtiments fédéraux, de vacciner 100 millions d'Américains d'ici avril, sur une population totale de 330 millions. Voilà. Deuxième sujet, l'aide aux Américains, avec la promesse d'une aide de 1 900 milliards de dollars en plus des 900 milliards qui avaient été votés en décembre. Et il faudra du coup aussi que le Congrès vote là-dessus. Le lancement d'un plan d'investissement structurel qui visera les transports, l'eau, l'énergie, le haut débit, Internet ou encore le logement. Quatrièmement, une nouvelle politique d'immigration qui tranche avec celle de Donald Trump, avec une mesure phare qui est la régularisation et l'accès à la nationalité des immigrés sans papier présents aux États-Unis au 1er janvier 2021. C'est ce qu'on appelle les fameux Dreamers, et donc avec une progression. Au début, on va leur donner un statut temporaire, et puis ils pourront acquérir la nationalité sous 8 ans s'ils remplissent un certain nombre de critères, casier judiciaire vierge, paiement des impôts, voilà. Il a aussi mis fin aux interdictions d'entrée aux États-Unis venant d'un certain nombre de pays musulmans que Donald Trump avait prises. Dernière priorité, dernier executive order, ça concerne la promesse de Biden de lutter, de faire revenir les États-Unis dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, il a signé la demande pour revenir dans les accords de Paris, pour faire revenir les États-Unis dans les accords de Paris. C'est une excellente nouvelle. Et au total, en 10 jours, Joe Biden aura signé 42 décrets dans le domaine du médical, de l'environnement, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'équité, le soutien à l'économie, notamment avec la promotion du Made in America, donc assez fort. Et d'ailleurs, ça rejoint quand même des thèmes que finalement Donald Trump avait lui-même mis en avant, donc c'est intéressant. La lutte contre le Covid naturellement, l'immigration, et puis un nouveau code éthique pour les employés fédéraux. C'est la marche forcée, vraiment, il va très vite pour que dans les 100 premiers jours, il y ait beaucoup de choses qui bougent. Et ils ont toujours cet objectif des 100 premiers jours, d'ailleurs, qui est arrivé un peu en Europe aussi, notamment en France, après le début de la présidentielle, qui représente 3 mois finalement. Et aux États-Unis, ça marque quand même voilà, tout à fait. Ce que le président veut imposer, comme tu l'as dit, dans les années qui viennent. Après, pour revenir juste sur les executive orders, je vais essayer de retrouver, je vous le posterai aussi sur nos réseaux sociaux, n'est-ce pas, une carte qui reprenait la liste des executive orders des 3 derniers présidents, donc Obama, Trump et Biden, au cours des premiers jours, et qui expliquait combien étaient les executive orders pour une nouvelle décision et combien étaient aussi les executive orders pour annuler une décision qui avait été prise précédemment. Oui, là, il y en aura un certain nombre, effectivement, notamment pour empêcher, revenir sur les permis qui avaient été accordés par Trump pour forer, par exemple, des nouveaux puits de pétrole et tout ça. Keystone XL et compagnie. Ouais. Dernier sujet qui, je pense, vous intéresse, c'est où est-ce qu'on en est du procès en destitution de Donald Trump. Vous vous souvenez, la Chambre avait voté son impeachment, qui est son acte d'accusation, mais ensuite c'est au Sénat qu'il revient de tenir le procès en destitution. Donc les conclusions, les articles ont été transférés de la Chambre au Sénat, ce qui était en fait l'étape nécessaire. Et donc le procès débutera le 8 février. Et si la dernière fois, on vous faisait part d'un certain nombre d'incertitudes sur la position des sénateurs républicains, qui, vous le savez, représentent la moitié des sénateurs actuellement au Sénat, et vous savez que pour destituer Trump, il faut avoir une majorité supérieure, il faut 17 sénateurs républicains qui rejoignent les rangs des démocrates. On a désormais une vision assez claire, puisque 45 républicains sur les 50 ont voté contre la tenue du procès. Et seuls 5 sénateurs ont rejoint les démocrates. Donc il est fort probable que le procès soit assez rapide et se close sur l'acquittement de Donald Trump, même si on a pu voir dans les sondages qu'une faible majorité d'Américains, 52%, soutiennent sa destitution. Voilà, merci Max. C'était pour ce petit point à États-Unis, n'est-ce pas ? Alors moi je vais rapidement vous parler d'une nouvelle rubrique qu'on va ouvrir, on verra si elle dure et surtout si on a de quoi en parler, mais on a essayé d'éviter de prononcer pendant pas mal de mois le mot Covid. Sans beaucoup de succès. Sans beaucoup, c'est pas vrai, je pense qu'on l'a peu prononcé entre genre avril
et juillet ou avril et septembre, la rentrée. Et donc c'est une rubrique coup de cœur Covid. C'est quelque chose qui n'aurait pas forcément eu lieu si le Covid n'était pas passé par là, mais qui nous réchauffe le cœur. Et aujourd'hui, le coup de cœur Covid, c'est pour le restaurant inclusif situé à Paris, Le Reflet. C'est un restaurant qui emploie notamment des personnes handicapées. Vous le savez, quelque chose qui nous touche tous les deux particulièrement, qui a proposé récemment via les réseaux sociaux donc des menus pour les étudiants, dédiés aux étudiants, à 1 € sur présentation de la carte d'étudiant. Donc ça va dans la suite de la proposition d'Emmanuel Macron, que chaque étudiant qui le souhaite, qui le désire et qui puisse avoir accès à 2 repas par jour pour 1 €, enfin 2 repas à 1 € par jour en tout cas, puisque pas mal d'étudiants sont aujourd'hui dans la précarité. Ils conjuguent le fait de ne pas pouvoir aller en cours et de ne pas souvent pouvoir faire les petits boulots qu'ils font autour pour pouvoir payer leurs études. Et donc ce restaurant a mis en place, avec l'aide de toute une chaîne de solidarité qui passe aussi par ses fournisseurs qui eux donnent des denrées gratuitement, il a mis en place ces repas à 1 €. Donc voilà, on vous mettra le lien pour Le Reflet si vous êtes parisien surtout, ou nantais, puisqu'ils ont aussi un restaurant à Nantes. N'hésitez pas à aller faire un tour au restaurant Le Reflet. Merci Guillaume. Dernier sujet, le Brexit. Qu'est-ce que ça change concrètement pour nous ? Ben oui, on a eu cette demande par Rémi, si tu nous entends, de revenir rapidement sur Big Up, de revenir rapidement sur qu'est-ce que ça change concrètement pour les citoyens lambda, le Brexit, puisque maintenant il a eu lieu, c'est fait, depuis le 24 décembre, il y a eu un accord. Alors, les changements qui vont avoir lieu sont de 3 natures. Qui ont lieu déjà. Hein, qui ont lieu ou qui vont avoir lieu. 3 natures. D'une part, le transport, la libre circulation des personnes, des biens, des services. D'autre part, l'économie. Et enfin, tout ce qui est, on va dire, culture et éducation. Culture, éducation, sport, enfin voilà. C'est les 3 principaux endroits sur lesquels il y a eu des gros changements importants. Certains sont visibles, certains sont moins visibles. Donc, pour ce qui concerne la libre circulation des personnes, il faut savoir qu'à partir du 30 octobre 2021, le passeport sera obligatoire pour se rendre en Angleterre et plus seulement la carte d'identité. Donc il y a encore une période de transition qui dure. Donc si vous vous rendez en Angleterre, n'oubliez pas votre passeport à partir du 30 octobre. Par contre, il n'y a pas encore eu de décision de prise sur la question du permis de conduire international. Donc vous pouvez, si votre permis français est au nouveau format et donc traduit normalement en anglais dessus, aller rouler en Angleterre avec votre permis français. Toujours sur la libre circulation des personnes et donc la liberté de travailler. Évidemment, il n'est plus possible de travailler en Angleterre sans un visa désormais, sauf si vous étiez déjà installé en Angleterre avant le Brexit. Un système de points a été mis en place pour obtenir le dit visa de travail, niveau d'anglais, ressources financières, niveau d'études. Ces 3 critères qui seront très importants pour obtenir le sésame. Il sera plus simple à utiliser pour des emplois très qualifiés ou dans un secteur où le Royaume-Uni manque de candidats. C'est un peu surprenant parce qu'il y a énormément de gens aussi au Royaume-Uni qui s'y rendent pour faire des petits boulots, qui commencent avec des petits boulots et qui comblent un certain nombre de trous, notamment dans les restaurants, dans des magasins, enfin des boulots que les Anglais ne veulent pas forcément faire. Donc à voir comment ils s'en sortiront. Ensuite, on sait déjà que l'année dernière, pendant la pandémie de Covid, ils avaient eu pas mal de soucis, notamment pour tout ce qui était des boulots de maraîchers. Il y en a eu partout en Europe, mais notamment en particulier au Royaume-Uni, pour faire venir de la main-d'œuvre en général qui venait de pays de l'Est de l'Europe. Voilà, affaire à suivre. Donc le 1er janvier 2021, c'est aussi le retour des douanes entre l'Europe et le Royaume-Uni. Alors pour le commun des mortels, ça ne changera pas forcément grand-chose, si ce n'est que si vous vous rendez au Royaume-Uni en voiture, ce sera probablement plus long au niveau des contrôles. Par contre, ne comptez pas emmener un sandwich au jambon du Royaume-Uni jusqu'à l'Europe, et vice-versa d'ailleurs, puisque désormais il y a des restrictions aussi là-dessus. C'est comme ça se faisait aujourd'hui pour aller par exemple dans les pays comme les États-Unis. Vous ne pouvez pas rentrer de produits issus de produits, comme on dit, organiques d'un pays à l'autre. Il y a eu pas mal de files, évidemment. Il y a pas mal de files aux frontières, notamment de camions. De queues. Oui. De queues, pardon. En Belgique, en Bruxelles, on dit les files. En Belgique, on dit les files pour pouvoir rentrer en Angleterre. Mais nous n'avons pas encore vraiment les conséquences pleines, puisqu'il faudra attendre encore quelques mois pour
connaître un peu mieux ce qui va se passer. Alors, autre chose, hausse des factures de téléphone, bah oui, puisque jusqu'à maintenant, au sein de l'Union européenne, vous aviez les tarifs téléphoniques étaient aplatis pour que vous ne payiez pas plus si vous vous rendiez dans un autre pays de l'Union européenne que votre forfait habituel. Aujourd'hui, ça ne s'applique plus en Angleterre, donc si vous allez au Royaume-Uni, faites bien attention à couper votre roaming ou alors avoir le forfait adéquat qui vous permet quand même d'y aller là-bas sans vendre un rein en revenant. Et puis, un dernier changement qui concerne les animaux de compagnie. Alors tout ça pour dire qu'en fait, il n'y aura pas de changement puisque le certificat sanitaire pour l'instant qui existe au sein de l'Union européenne est prolongé en attendant évidemment de possibles futurs aménagements. Manifestement, ce n'était pas leur priorité quand ils ont fait leurs négociations. Ça, c'est les principaux changements. Je voudrais revenir très rapidement sur des changements qui toucheront un tout petit peu moins aussi qui nous toucheront moins en tant qu'individu lambda, mais en matière d'économie, c'est la fin du passeport financier pour les banques de la City. Donc ça veut dire que toutes ces banques établies qui ont leur siège en Angleterre ne pourront plus vendre leurs services au sein de l'Union européenne. Ça veut aussi dire que pas mal d'entreprises ça vaut pour les banques, ça vaut aussi pour des entreprises qui, pour se simplifier la tâche, on commence à voir déjà certaines d'entre elles qui créent des filiales dans l'Union européenne. C'est donc très bon pour l'emploi au sein de l'Union européenne. Par contre, on s'interroge un peu sur les conséquences à long terme sur l'emploi à long terme sur l'emploi au Royaume-Uni, puisque tous ces emplois qui sont créés au sein de l'Union européenne viennent compenser des emplois qui seront probablement perdus au Royaume-Uni. Mais ça sera quelque chose dont, pareil, on aura une meilleure idée probablement dans quelques mois. L'exemple type, c'est la compagnie aérienne EasyJet qui a anticipé le Brexit il y a 3 ans en créant une filiale en Autriche. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'avions de la compagnie EasyJet qui volent au sein de l'Union européenne, oui, ça fait bizarre de parler d'avions et de trucs qui volent alors qu'on n'a pas mis les pieds dans un avion depuis approximativement 1 an, mais sont immatriculés en Autriche. Pour finir, on va parler éducation. On vous a parlé donc dans un podcast précédent de la fin d'Erasmus. C'est aussi la fin des échanges classiques entre universités. Et puis, ça veut dire aussi que les frais de scolarité pour les étudiants qui voudront suivre une scolarité en Angleterre sont plus élevés, jusqu'à parfois 10 000 € dans les plus grosses par an dans les plus grosses universités, sans compter tous les frais à côté, évidemment. Et puis, une transition qui va nous amener tout doucement sur notre rubrique culture du jour. Quelques informations aussi sur le statut particulier des artistes qui ont été un peu les oubliés dans toute cette histoire, notamment les artistes anglais, puisque les tournées vont devenir très compliquées, puisque voilà, n'ayant pas fait partie des publics prioritaires, en tout cas pour obtenir un permis de travail facile au sein de l'Union européenne, ils vont devoir désormais demander, pour pouvoir faire des tournées au sein de l'Union européenne, un permis de travail, suivre des procédures administratives assez lourdes. Moi, j'en ai fait déjà des demandes pour d'autres pays, c'est pas forcément très simple. Là, on imagine que le nombre d'artistes qui viennent du Royaume-Uni, que ce soit dans tout, chanteur, théâtre, peu importe, cinéma, il y en a énormément. Ça va rajouter comme probablement pas mal de travail. Et puis, on n'oublie pas aussi les instruments, tous ces instruments parfois précieux qui ont eux aussi un permis et qui vont devoir passer à la douane et donc rajouter un certain nombre de procédures en plus. Il y a eu une pétition qui a été faite par les musiciens anglais. Jusqu'à maintenant, c'est compliqué. On sait qu'avec la crise du Covid, tout le monde est un peu perdu aussi, pour plein de raisons. On sait qu'on vous en avait parlé dans un podcast précédent, près de 30% des musiciens, selon une étude faite au Royaume-Uni, étaient prêts à changer de métier parce que ça devenait compliqué. Rajouter ça en dessus, on mesurera toujours, encore une fois, les conséquences un peu mieux dans quelques temps, mais pour l'instant, on n'y est pas. Merci Guillaume, et comme tu l'avais annoncé, aujourd'hui on va vous parler de la rubrique culture, on va traiter la rubrique culture tout de suite parce que ça fait lien avec le sujet, la fin du sujet Brexit, et donc Guillaume, aujourd'hui tu veux nous parler de la maison de la radio et de la musique. Je vais vous parler effectivement de cette maison de la radio qui, comme tu l'as dit, tu viens de le dire Maxime, a été rebaptisée Maison de la radio et de la musique sous l'impulsion de sa présidente Sibylle Weil. Il faut savoir que la Maison de la radio, donc, qui regroupe 7 radios nationales en France, nationales ou locales, situées à Paris, au-delà de ces 7 radios, elle regroupe également pas moins de 7 ensembles de musique différents, chœurs d'enfants, orchestre philharmonique, orchestre symphonique, et puis plusieurs salles de spectacle, notamment
l'auditorium de Radio France, qui a été rénové il y a quelques années, qui est aujourd'hui une des plus grosses salles de concert parisiennes. C'est sur les 7... Où d'ailleurs, tu m'as jamais emmené. Hein. Oh, d'ailleurs, je t'ai encore jamais emmené. Ben oui, en même temps. Bref, c'est pas comme si on avait foutu les pieds dans une salle de concert depuis 1 an. Mais enfin bon, je t'y emmènerai plus tard. Il va pas s'effondrer. On espère qu'on lui souhaite un meilleur destin que Beaux-Arts aussi, et qui ne va pas La salle de concert de Beaux-Arts qui a eu... victime d'un incendie. Voilà, des dégâts sur l'orgue, ça vous rappellera aussi des souvenirs. Les orgues sont des choses très fragiles, des instruments extrêmement fragiles. Bref, pour revenir à notre mouton et à nos moutons et à Radio France, sur les 7 antennes de Radio France, 4 sont d'ailleurs partiellement ou totalement musicales. La présidente de Radio France a dit « Notre bâtiment a aujourd'hui une double vocation, abriter nos radios et nos salles de concert dans lesquelles jouent nos prestigieuses formations musicales et une grande diversité d'artistes. C'est ce mariage réussi qui nous a permis depuis le début de la crise de préserver le lien des artistes avec leur public sur nos ondes, alors que les salles de concert sont fermées au public, puisqu'un grand nombre de concerts, ça c'est moi qui le rajoute, ont été organisés dans l'auditorium malgré tout. Voilà, donc cette maison de la radio qui est devenue maison de la radio et de la musique, c'est une chouette avancée pour une institution reconnue dans notre pays et au-delà, et on leur souhaite toujours plein de créativité et plein de bonheur pour les mois qui viennent, en espérant qu'ils puissent retrouver eux aussi leur public. Ouais, et ça permet aussi finalement à ceux qui ne sont pas parisiens de pouvoir profiter aussi de cette musique classique et de cette musique diverse. Tout à fait. Allez, on passe à la rubrique Vie de couple. Et aujourd'hui, on voudrait commencer par un petit point cuisine. Oui, pourquoi pas. Vous savez, on est en général... Ça nous tient à cœur, la gastronomie. Oui, en général, on est plutôt content de cuisiner. C'est vraiment un plaisir, une activité qui nous permet de nous détendre. Et puis, c'est aussi une activité qu'on aime bien faire à deux. Alors, on va pas se mentir, on fait pas de la grande cuisine non plus. Mais travailler avec des produits frais, des légumes, c'est chouette. Alors, on voulait aussi aborder ça parce que la période actuelle rend cette activité, ou en tout cas le plaisir qu'on y a, peut-être c'est un petit peu plus compliqué. Bon, d'abord, mais ça c'est tous les ans, c'est l'hiver, donc il y a moins de produits frais à travailler qu'en été ou au printemps. On se retrouve toujours un peu à avoir les mêmes légumes à travailler. J'ai regardé les prochains mois, dites donc, il va falloir faire preuve de créativité. Hein. Voilà. D'ailleurs, si vous avez aimé des le idées, chou, la betterave et les endives, les chicons. Voilà. Et si vous avez des idées à nous partager, des recettes que vous aimez bien, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous fera super plaisir. Et puis, il faut aussi dire que le télétravail à 100%, ça veut aussi dire qu'on a 2 repas par jour à préparer. Plus le petit-déj. Enfin, oui, bon, pour le coup, c'est pas très original. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai pas dit 3 repas par jour. Vous l'aurez noté. Et du coup, de temps en temps, cuisiner, c'est presque une corvée, quoi. Enfin, voilà. Quand la journée est bien pleine et qu'à midi, on doit aussi préparer à manger, c'est pas simple. Bon, c'est aussi pour ça que de temps en temps, on commande aussi. Ça nous permet de soutenir aussi les restaurateurs. Mais c'est pour se donner un petit peu de souffle. Et puis, je trouve que c'est pas toujours facile de trouver des idées, parce qu'on revient un petit peu sur ce qu'on a l'habitude de manger. Et bon, je sais pas vous, mais nous, on a plein de livres de recettes. Mais je dois dire que j'ai du mal à spontanément prendre le livre de recettes et dire « Allez, qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est pas quelque chose qui est trop dans mes habitudes. Je sais pas comment toi, Guillaume, Enfin, voilà, si les livres de recettes, c'est un truc... Mais c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais enfant, en fait, à la maison, pour apprendre un certain nombre de recettes. Mais c'est vrai que maintenant, je fais un peu plus de tête... Ou alors aller chercher, voilà, on veut faire un truc, on va chercher sur Mamitton. Ouais, on sait déjà ce qu'on veut, et donc on cherche juste la recette qu'on veut. On devrait peut-être plus se laisser surprendre aussi, hein. Mais j'avoue qu'on a une petite routine pour les courses et tout ça, donc
Ouais, parce que du coup aussi, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de recettes où il faut de certains produits particuliers. Et c'est pas forcément des choses qu'on a dans notre frigo, même si notre frigo est assez bien rempli en général quand même. Et puis un élément aussi à prendre en compte dans notre Démarche personnelle. Démarche personnelle en termes de cuisine, on essaye de réduire aussi notre consommation de viande. Faut dire que la présence d'une viande dans notre repas, alors c'est en général c'est au déjeuner à midi, c'est presque quelque chose de culturellement automatique, systématique. Et avec Guillaume, on s'est dit, voilà, on va essayer de réduire notre consommation de viande, peut-être pour manger moins régulièrement de la viande, mais peut-être de la meilleure viande. Et puis aussi, pour pouvoir consommer différemment, on n'a pas forcément besoin de manger de la viande tout le temps. Et donc, on profite aussi de certaines préparations qui sont toutes faites. Alors, vous allez me dire, des trucs tout faits. Non, en fait, c'est des mélanges tout faits qu'on peut trouver dans nos grandes surfaces Alors, c'est pas des grandes surfaces genre Carrefour, Delhaize, mais c'est plutôt des magasins bio de produits, de bons produits. Donc, par exemple, du riz au gingembre, des lentilles corail au curry. Voilà. Du couscous, chaud ou froid. Grand classique aussi. On fait aussi pas mal de faritas, donc avec une petite préparation de légumes qu'on a... Spoiler, c'est pas Old El Paso. Voilà, non, on fait nous-mêmes. D'ailleurs, on met pas forcément, on met en général pas de viande dedans, alors que souvent les faritas, il y a du poulet. En fait, on a pas mal de petites recettes comme ça qui tournent végétariennes. Hein. Ouais. Les lasagnes. Aussi. On vous mettra une recette toute simple de lasagne végétarienne où il vous faut juste des plaques de lasagne, du fromage, de préférence un fromage avec un peu de goût, et puis un peu de concentré de tomates. On vous dirait bien maison parce qu'on a réussi enfin cette année à en faire, mais voilà, peu importe s'il est maison ou pas, l'important c'est de se faire plaisir. Et puis de la ratatouille en bocal, comme on en trouve de la plutôt bonne. En tout cas, chez nous, tout simplement, 2 pots de ratatouille, une bouteille de concentré de tomate. Et vous faites vos lasagnes, une couche sur l'autre. Vous rajoutez quelques petits oignons si vous voulez dans la préparation pour que ça croustille. On termine un peu par de la tomate au-dessus avant de mettre du fromage, et puis ça gratine. Parce que sinon, ça devient trop sec. C'était la recette du jour. Voilà. Et puis, vous aussi, comme on vous le disait, dites-nous ce que vous aimez bien cuisiner en hiver, vos petites idées, vos idées de plats végétariens, par exemple. Voilà. Enfin, ce serait sympa aussi de partager ça. Alors, pour enchaîner directement sur notre deuxième sujet, on va vous parler aussi Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney+, Hulu, YouTube. On ne sait plus où donner de la tête. Il y avait une époque où on avait d'autres façons de se procurer des films et des séries à regarder de façon plus ou moins proche de la légalité. Adopi, si tu m'entends. Chips. Et puis, en fait, depuis quelques années, on a vu donc cette immense variété d'entreprises qui proposent, comme ça s'est fait aussi dans la musique avec Spotify, Qobuz ou Deezer, qui proposent de nouvelles façons de regarder des films et des séries en payant un abonnement tous les mois. Et comme tu le dis, on l'écrivait, Max, en fait, effectivement... Dans les notes du podcast de préparation... Hein. C'est ça. Dans les notes du podcast de préparation, on est passé d'une société du gratuit à finalement une société où on récupère, enfin du gratuit, en tout cas où le téléchargement illégal avait une place importante, à une société où on paye davantage pour un service parce que probablement aussi on est content de pouvoir retrouver un certain nombre de choses sur la même plateforme et voilà, même quitte à payer un peu, on est content de faire ça. C'est ça que tu veux. Oui, et puis c'est aussi, je pense, une idée de simplicité. On n'a pas à réfléchir, à les télécharger sur un site, c'est de plus en plus difficile. Ensuite, stocker, si on veut le voir sur la télé, il faut brancher un câble à l'ordinateur. Enfin, voilà, le DivX, c'est pas forcément tout simple. Ou alors une clé USB, naturellement. Alors, on est jamais sûr. On est content d'avoir de la qualité, de savoir que ce qu'on va regarder est de bonne qualité.
aussi. Et puis, il ne faut pas exclure aussi que ce que tu télécharges, il y a peut-être des virus. Voilà. Et d'où ça nous faisait un peu réfléchir sur cette notion de... Avant, on avait beaucoup de gratuits et on trouvait ça normal, et à la limite, c'était une vraie réticence de payer. Et puis aussi, se rendre compte que c'est aussi éthique et c'est une bonne chose aussi de rémunérer pour un service. Aussi parce que la culture et la production de films, elle doit pouvoir avoir un mécanisme de financement, et nous, consommateurs, on doit pouvoir contribuer. Et donc le système du tout gratuit, c'est pas vraiment quelque chose de durable. Et ça fait aussi écho à d'autres questions dans notre vie. On dit quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça me fait écho à une réflexion sur ces services gratuits comme Facebook ou Google pour des emails ou pour des services de partage d'informations, de réseaux sociaux. Et notamment en lien avec la polémique ou la réflexion qui a eu lieu autour de WhatsApp et de l'environnement de Facebook avec Instagram, Facebook et WhatsApp, et le fait qu'en fait cette entreprise propose des services gratuits mais en même temps essaie d'utiliser nos données personnelles pour un but commercial, ce qui est logique. Si t'es gratuit, c'est toi le produit. Voilà, donc à cet égard, si vous vous posez des questions sur WhatsApp et est-ce que vous devez switcher, on vous recommande la vidéo qui a été faite par Rémi sur YouTube. On vous mettra le lien sur Facebook et Twitter. C'est plutôt bien fait, et nous, en tout cas, on a pris notre parti. Et si on pourra en reparler si vous voulez, mais on va essayer d'aller plutôt du côté de solutions qui sont durables. Voilà. Et c'est comme pour la musique, on vous parlait des téléchargements gradés et des contenus désormais accessibles gratuitement, de concerts et de tout ça, que c'était une super initiative pour le moment, mais que ça ne pouvait pas être un modèle économique dans la durée. Voilà, donc on réfléchira aussi peut-être si on garde nos emails sur Google ou si on passe à un service payant. Tout à fait. Mon dernier petit clin d'œil Belgitude. Ben oui, on va terminer par le point Belgitude, une fois n'est pas coutume, et parler de chiffres, puisqu'on a beaucoup parlé de la Belgique pendant la première vague du Covid pour sa façon de calculer les décès liés au Covid, qui était, on va dire, relativement libéral, où on avait beaucoup de cas qui n'étaient pas confirmés, qui étaient considérés comme Covid, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le pays qui a le taux de mortalité plus important ramené au nombre d'habitants. Alors, c'est lié à plein d'autres choses aussi, mais de fait, cette méthode de calcul qui ne prenait pas en compte nécessairement des cas confirmés est radicalement différente de l'ensemble de ses voisins et de l'ensemble des pays du monde également. Elle a été critiquée. Aujourd'hui, pour la vaccination, ils ont décidé de partir dans l'excès inverse, c'est-à-dire que pour calculer le nombre de personnes vaccinées, ils ne partent pas, le pourcentage de personnes vaccinées, ils ne partent non pas d'une base sur le nombre total de personnes possiblement vaccinées, donc le nombre d'habitants de la Belgique, mais exclusivement sur le chiffre des personnes de plus de 18 ans. Donc ce qui veut dire que seules les personnes de plus de 18 ans seront comptabilisées dans les chiffres de la couverture vaccinale, ce qui devrait permettre d'aller un peu plus vite, probablement d'atteindre entre guillemets le taux d'immunité collective à 60-70% un peu plus vite que ce qui était prévu. Voilà, on attend de voir un peu déjà, on vous reparlera des vaccins et du drama autour des vaccins peut-être dans un prochain épisode, mais quand ça commencera à s'emballer un peu, ce sera intéressant de voir comment les chiffres de la Belgique ressortent par rapport à d'autres pays. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode intitulé Des chiffres et des lettres. Il y avait des chiffres, il y avait des lettres. Il y a beaucoup de lettres. Ce sera probablement pas l'épisode le plus court qu'on ait fait, mais on a pris plaisir à le préparer pour vous en tout cas. Et on espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitter. C'est un podcast, comme on vous l'a dit, qui est diffusé tous les 15 jours. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous, sortez masqués et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.